Très bien. Bonjour mesdames et messieurs. Je vous remercie et je suis très heureux de vous accueillir pour cette journée d'actualité consacrée à la loi de finances 2020. Donc bienvenue à cette journée d'actualité qui est organisée, co-organisée par le syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales, l'association nationale des directeurs des communautés de France et le Centre national de la fonction publique territoriale, la délégation du Limousin. Nous sommes heureux de vous accueillir et d'accueillir aussi les représentants des organisateurs, mais bien sûr aussi notre intervenant, Monsieur Verviche, qui, dans un instant, vous dévoilera tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la loi de finances, parfois sans oser le demander. Permettez-moi juste en quelques mots, au nom du CNFPT, de vous présenter très rapidement notre programme de journée d'actualité, puisque donc cette conférence aujourd'hui s'inscrit dans ce qu'on appelle les journées d'actualité, c'est-à-dire des rendez-vous que nous vous proposons régulièrement pour traiter d'un certain nombre de questions importantes dans tous les domaines de l'action locale. C'est le cas aujourd'hui avec la loi de finances, mais vous allez voir, les thèmes sont très nombreux. Je me limiterai au semestre pour vous donner un petit aperçu de ce que nous organisons dans les différents domaines. Trois mots peut-être pour caractériser notre ambition à ce niveau-là. Première ambition, on a voulu densifier ce programme. Donc vous l'avez peut-être remarqué, depuis l'an dernier, on a sérieusement augmenté le rythme de ces journées d'actualité et on est aujourd'hui à plusieurs journées par mois, certains mois, 2, 3 journées par mois. Et bon voilà, c'est une volonté de vous proposer des thèmes variés qui retiennent votre attention, bien entendu. Deuxièmement, on a voulu décentraliser dans toute la mesure du possible. À chaque fois, on a des journées sur Limoges, mais on en a de plus en plus sur Tulle, sur Guéret et sur d'autres lieux, puisque voilà, on envisage aussi d'organiser ces journées, par exemple à Aubusson ou à Brive. Et donc, ça permet aux collègues plus éloignés dans la région, enfin dans le Limousin en tout cas, participer en direct s'ils le souhaitent à ces séances. Et puis, troisième mot-clé pour nous, on a voulu moderniser aussi. Et alors, c'est la raison de ce déploiement technique là, que vous constatez dans la salle ce matin, qui peut-être vous étonne, des caméras, une régie, etc. Puisque nous avons expérimenté déjà à 2 reprises, et maintenant, ça y est, on passe en, si j'ose dire, on passe en production. Nous expérimentons d'une part la captation audio-vidéo de ces séances avec retransmission en quasi-direct sur Internet. Donc on a dû vous adresser des messages cette semaine pour vous dire, voilà, si vous ne pouvez pas vous déplacer, eh bien vous pouvez suivre la journée sur Internet avec une adresse et même poser des questions par Internet. Donc on fera passer à M. Verviche tout à l'heure quelques petites notes avec des questions qui ont pu arriver par le canal Internet, peut-être de vos collègues qui sont restés coincés au bureau, mais qui pour autant peuvent toutefois participer. Juste un petit mot là-dessus, sur cette captation audio-vidéo. On espère qu'une seule chose, c'est que ça ne vous dissuadera pas et que ça ne dissuadera pas vos collègues quand ils le peuvent de venir aussi physiquement. Parce qu'à l'extrême, on peut imaginer chacun devant son ordinateur, mais ça ne serait pas très sympa pour nos intervenants de faire ça juste devant des caméras et des salles vides. Donc on essaie d'être complémentaires, puisqu'on sait qu'il y a des collègues qui ne peuvent pas faire le déplacement, donc on propose les 2 modalités simultanément. Et puis on réalise également, à chaque fois qu'on le peut, quelques interviews des intervenants, voire des personnes qui font des tables rondes. Et ces interviews, on les retrouve ensuite sur la chaîne YouTube du CNFPT. Donc je vous signale que le CNFPT Limousin a une chaîne YouTube. Vous allez sur Google, vous indiquez chaîne YouTube CNFPT Limousin, et crac, vous tombez dessus. Et en consultant la playlist de la chaîne YouTube, je vous donne tous les secrets, vous avez un classement des ressources vidéo par journée d'actualité. Donc à ce jour, par exemple, on a une playlist sur la réforme, la loi de transformation de la fonction publique, d'août 2019. Vous en avez une autre sur le colloque que nous avions organisé à nouveau avec le syndicat des DG sur
les territoires face aux défis climatiques. Et à partir de ce soir, on aura également une playlist sur la loi de finances, et ainsi de suite, puisque c'est quelque chose que nous allons vraiment organiser très régulièrement pour nos journées d'actualité. Voilà ce que je voulais vous dire en 2 mots. Je ne fais pas plus long. À nouveau, je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie d'être venu. Et puis, je vais céder la parole à Marie-Noëlle Anduru, à Christophe Verger, qui représentent les 2 associations professionnelles dont j'ai parlé tout à l'heure. Oui, bonjour à tous et à toutes, chers collègues, chers partenaires. Merci de votre présence. Merci Thierry d'organiser ces journées d'actualité et de nous accueillir toujours très bien au CNFPT, et puis surtout de nous accompagner tout au long de l'année par toutes les actions que tu inities. Merci Luc-Alain Verviche, car je sais que je le vois ici, mais vous aviez déjà un début d'année très chargé parce que vous interveniez, je crois, cette semaine sur la journée d'actualité de la FIGES, hein, c'est ça, des finances. Je sais que vous étiez aussi à la DCF sur la réforme fiscale qui était à Paris aussi. Donc, merci vraiment d'être parmi nous aujourd'hui. Et pour nous exposer, nous, et nous faire un petit tour d'horizon sur les dispositions de la loi de finances. Donc, une loi de finances qui programme la suppression de la taxe d'habitation. Je pense que ça va être le sujet du jour, hein, bien sûr, hein, pour l'ensemble des contribuables. D'abord les plus modestes et ensuite pour les 20% restants, mais à partir de 2020, les intercommunalités et les communes ne percevront plus donc la taxe d'habitation, avec un panier fiscal de remplacement, la part départementale de la taxe de foncier bâti pour les communes et fraction de TVA pour les intercommunalités. Alors c'est pas moins, j'ai lu de 20 milliards de recettes qui vont être déplacées d'un seul tenant là, mais surtout c'est aussi nos relations avec les contribuables qui vont changer. Hein. J'ai vu que la DCF déjà appelé à une revoyure de la réforme dès la prochaine loi de programmation des finances publiques au printemps. Parce que c'est vrai qu'on va perdre un impôt territorialisé pour une recette fiscale nationale qui est la TVA, sans effet taux, sans effet base. Et bien sûr, on a peut-être la visibilité, la stabilité de l'impôt, mais qui est complètement déconnecté finalement des investissements qu'on peut faire sur le territoire en matière de développement économique, enfin je parle pour les intercommunalités, en matière d'offres de services publics, en matière de construction de logements. C'est plutôt la TF finalement qui joue ce rôle-là. Donc c'est vrai que la DCF rappelle que la taxe d'habitation était partagée autrefois, enfin jusqu'à ce jour, entre les communes et les intercos, et plaide pour que dans le panier de remplacement fiscal, on ait justement les intercommunalités des ressources plus en rapport avec nos responsabilités territoriales et nos compétences finalement. J'ai vu aussi qu'il y avait quelques inquiétudes mais sur le coefficient correcteur qui va s'appliquer sur la redescente de la part départementale du foncier bâti vers les communes. Et puis la DCF appelle aussi à une révision rapide des valeurs locatives sur les locaux résidentiels. Donc je pense que, enfin j'aimerais bien qu'on ait, mais on l'aura, votre sentiment sur tous ces sujets-là. On lit aussi les suppressions de la CVAE et de la CFE aussi en 2021. Alors bon, peut-être pas quand même, voilà. Donc on aura certainement quelques réponses au cours de l'exposé de la matinée. Donc merci. Si j'ai encore 2-3 petites minutes, j'aimerais bien faire juste un petit point. Alors je m'adresse plutôt au DG d'Interco, membre de la DGCF, sur l'actualité un petit peu du moment. Mais aussi au DG des communes, puisque le 31 janvier prochain, donc c'est vendredi, à Paris, dans les locaux de la BFM, il y a un colloque qui est organisé conjointement donc par la DGCF et le SNDGCT, en présence de nos présidents nationaux, Pascal Fourtoul et Stéphane Peintre, sur justement le fonctionnement du bloc local et toutes les synergies qui peuvent être développées entre DG d'Interco et des communes, tous les schémas de coopération possibles entre l'administration du bloc local et l'intervention du sociologue Jérôme Grolot sur les mutations du couple DG Interco commune. Alors, entre guillemets, je t'aime moi non plus, ça en dit long.
Le 18 février, nous avons également la communauté d'agglomération du Grand Angoulême, parce que nous savez qu'on résonne maintenant grande région, Nouvelle-Aquitaine, un séminaire à DCF, à DGCF, commune-communauté, quelle nouvelle synergie envisager, une gouvernance au sein du couple commune-interco. C'est vrai que c'est un sujet qui revient beaucoup, mais qui est évidemment d'actualité à l'aune des prochaines élections. Ça fait plusieurs fois que j'entends dire que les maires se représentent. Alors dans les communautés, dans les agglos, les métropoles, les enjeux sont un peu différents. Mais je ne sais pas si vous entendez ça, des maires qui disent on va se consacrer à notre mandat de maire et on ne demande pas forcément des responsabilités dans les intercommunalités. Donc je pense que la donne est vraiment en train de changer et c'est une notion vraiment sur laquelle il faut qu'on se penche parce que c'est l'enjeu du moment. On a bien sûr nos 13e universités d'été qui se dérouleront au Grand Bornand début juillet. Même chose, être DG d'intercommunalité en 2020, entre loyauté et responsabilité. On va également sortir un guide du DGS avec des fiches opérationnelles de façon à ce que nos collègues qui arrivent ou même ceux qui sont en place puissent très vite lancer avec les nouveaux élus de la nouvelle mandature les fonctions qui arrivent. Hein, voilà. On a des séminaires qui vont être organisés, mais je crois que le syndicat le fait également avec des cabinets de recrutement pour les DG qui souhaitent évoluer, mais aussi malheureusement ceux qui vont être aussi dans des situations un peu difficiles. La DGCF, suite à l'AG aussi de novembre dernier, va lancer une vaste enquête auprès des adhérents pour carrément jeter les bases d'un nouveau projet associatif. On remet tout à plat. Voilà. Et puis on a un travail continu sur le sujet de la parité, hein, on en parle souvent avec Thierry, et voilà, et je suis là heureusement, hein, avec une prise de position de la DGCF dans le cadre du projet de loi pour l'égalité des femmes et des hommes dans l'économie. Donc là aussi, il y aura tout un vadémécum, ça marche, non, un vadémécum qui va être élaboré avec des fiches actions opérationnelles pour booster la parité. Et on se dit que c'est aussi l'occasion, avec les nouveaux élus qui arrivent, de mettre le sujet sur la table. L'idée, c'est vraiment de créer un réseau, d'avoir un dispositif de coaching des femmes cadres pour les accompagner tout au long de la carrière, et puis mettre en place un observatoire, une manifestation régionale, donc qui sera aussi à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, mais c'est un sujet sur lequel, d'ailleurs, le syndicat travaille aussi, je crois, au niveau national. Voilà, donc vous voyez que l'actualité va être chargée. Bon, évidemment, je vous invite à renouveler vos adhésions pour ceux et celles qui ne l'auraient pas encore fait à la DGCF, hein, pour garantir le dynamisme de notre réseau, hein, bien sûr. Et donc, je laisse la parole à Christophe et je vous remercie vraiment de votre attention et d'être là aujourd'hui. Bien, merci Marie-Noëlle, monsieur le directeur, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Cher Luc Adam, bonjour et merci de ta présence régulière à nos côtés. Alors, je ne devais pas intervenir ce matin, mais la présidente régionale, Jennifer Alexandre, a eu un empêchement et m'a demandé, au pied levé, là, de faire l'ouverture. Beaucoup de choses ont été dites par Marie-Noëlle. Moi, je voudrais souligner qu'il s'agit aujourd'hui des 19e rencontres territoriales du Limousin, qui en fait est un partenariat qui a maintenant plus de 12 ans. Et je remercie le directeur du CNFPT d'avoir assuré cette continuité régulière et ce rendez-vous notamment autour des finances locales et du projet de loi de finances. Voilà, donc c'est un partenariat assez singulier parce qu'il n'existe pas dans toutes les régions, entre donc l'association des directeurs des communautés de France, le syndicat des directeurs généraux et le CNFPT. Donc c'est important de le souligner et que Thierry l'a indiqué tout à l'heure, il a développé des journées d'information pour les DG et les cadres d'une manière générale et je tiens à l'en remercier puisque c'est vrai que le programme qu'il nous a donné et puis celui qui s'est déroulé en 2019 était plutôt riche en rencontres. Alors, avec des moyens nouveaux, et ça c'est important aussi de le souligner, hein, et nous avons quelque part essuyé les plâtres avec les premières rencontres des dirigeants territoriaux francophones, donc une rencontre internationale à Limoges, pour laquelle des moyens spécifiques avaient été déployés, ceux que nous avons aujourd'hui, et qui avaient permis un rayonnement assez intéressant
En tout cas, c'est une première qui maintenant se reproduit et je crois qu'on peut en être satisfait. Alors, ça a été dit par Marie-Noël et par le directeur également, on est dans une période un peu de turbulence, hein, des élections municipales qui, dans 2 mois, voilà, on aura déjà les résultats et les équipes seront en place. Des turbulences financières, on en connaît tous les ans. Alors avec Luc Alain, il a une façon joyeuse de présenter les choses, alors les bonnes nouvelles comme les mauvaises. Donc ça, c'est tout à fait intéressant. Et c'est toujours des journées d'actualité qu'on apprécie. Il démystifie un peu des choses complexes, un peu rébarbatives, mais en tout cas, on retient l'essentiel avec cette présentation de qualité. Chose avec nos collègues notre destin est lié, hein, et je crois que nos fonctionnements le seront de plus en plus et que au niveau national, nos 2 présidents travaillent de concert, ce que l'on fait en Limousin depuis déjà très longtemps. Ça ne se passe pas partout de la même façon, mais je tiens à remercier Marie-Noël pour les échanges que nous avons régulièrement et pour le travail en commun que nous faisons avec nos équipes respectives. Voilà. Sans plus tarder, je crois qu'on va ouvrir les travaux et en tout cas, je vous remercie de votre attention. Très bien, je vais passer la parole tout de suite à M. Vervisch en le remerciant à nouveau. Pour vous présenter, alors je ne sais pas s'il est besoin de vous présenter parce que d'une part vous êtes déjà intervenu à diverses reprises à Limoges et puis vous intervenez aussi régulièrement pour ce type de journée dans d'autres régions CNFPT. Enfin, je vais quand même dire que vous êtes directeur des études à la Banque Postale et expert des finances locales. Je crois que vous intervenez également au sein d'une grande association, je parle de la FIGES. Et sans plus tarder, je vous transmets le flambeau pour que vous puissiez nous présenter la loi de finances 2020. Merci beaucoup, monsieur le directeur. C'est un plaisir pour moi, vous le savez, de revenir à Limoges depuis effectivement assez longtemps maintenant pour parler de finances locales. Alors, je ne sais pas si je les rends joyeuses. J'essaye en tout cas, effectivement, comme tu as bien voulu le dire, Christophe, de les rendre un peu plus simples. En tout cas, c'est une année pour moi particulière et pour vous aussi, bien sûr. Alors, pour vous d'abord, parce que elle commence, ce qui me permet évidemment d'abord de vous présenter tous mes vœux pour cette année 2020. Ensuite, parce que c'est une année bissextile, ce qui vous donnera l'occasion de travailler un jour de plus. Également parce que c'est une année où la loi de finances 2020 comprend certaines mesures intéressantes. Alors, j'ai cru que Marie-Noël allait finalement tellement évoquer le sujet qu'il ne me resterait plus rien à dire. Bon, elle est restée sur les grands éléments fondamentaux. Je vais donc essayer de rentrer un peu plus dans le détail. Alors, vous ne m'en voudrez pas, simplement. Si par moment vous trouvez que je bafouille un peu, c'est lié au fait que j'étais hier chez vos collègues du Grand Sud et qu'au moment de reprendre l'avion à Lyon pour Limoges, le brouillard est tombé, ce qui fait qu'ils nous ont acheminés par l'autoroute. Donc, je suis arrivé à 3h30. Et par voie de conséquence, vous allez devoir me réveiller en me posant toutes les questions que vous souhaitez, étant précisé 2 choses supplémentaires. Nous ferons une pause à 10h30, puisque nous avons effectivement un temps d'interview pour le CNFPT par rapport à la thématique de la journée d'actualité. Et nous terminerons, quand vous voudrez qu'on termine, en fin de matinée, sachant que nous ne traiterons de toute façon pas, nous n'en aurons pas le temps, la totalité du sujet. Elle est sur le support, il est à votre disposition, mais il me semble effectivement que le plus important, c'est d'essayer de décrypter ce que la réforme de la taxe d'habitation entraîne cette année, les années suivantes et à plus long terme pour les collectivités communales et intercommunales, ceci s'inscrivant dans un contexte que je vais quand même rappeler de façon très brève et qui est un contexte macroéconomique qu'il faut bien avoir en tête. Parce que, d'une part, comme l'a dit Marie-Noël, la substitution d'un impôt national à un impôt localisé présente des avantages et des inconvénients. Il présente les inconvénients de la délocalisation de l'impôt, de l'absence du retour territorial par rapport aux politiques qui peuvent y être pratiquées, ou en tout cas d'une nouvelle interrogation sur les modalités de ce retour. Il présente en revanche aussi potentiellement un avantage qui est celui d'une forme de stabilité globale liée au fait que les impôts nationaux sont bien évidemment
moins soumis, si vous voulez, à des effets justement de différences territoriales, mais dans un contexte macroéconomique qui, du coup, prend de plus en plus d'importance. C'est pour ça que c'est assez important, et très brièvement de rappeler un petit peu les éléments que le projet de loi de finances avait lui-même présenté comme étant le cadre dans lequel s'inscrirait l'action publique des prochaines années. Alors ce cadre, vous le voyez, c'est une croissance molle, 1,3% estimé en 2020, qui a été meilleure, qui pourrait redémarrer un peu, mais qui est de toute façon handicapé par un certain nombre de fondamentaux. Le vieillissement de la population européenne, et vous le savez presque potentiellement la diminution de la population européenne, et puis des éléments plus conjoncturels comme les tensions internationales que vous avez connues. Une croissance des prix également relativement faible, 1,2% estimé en 2020, 1,2% constaté en glissement en novembre dernier, ce qui me permet de vous donner la première bonne nouvelle de la journée, c'est la revalorisation forfaitaire de vos bases foncières, qui sera effectivement de 1,2% en 2020, je parle bien des bases foncières. Un troisième élément qui est significatif et dont vous pouvez profiter aujourd'hui, qui est la faiblesse des taux d'intérêt, qui amène, et on l'a très bien vu en 2019, le monde local à emprunter de façon très très importante, plus importante d'ailleurs que l'ensemble des prêteurs ne l'imaginaient en début d'année, ce qui d'ailleurs a permis évidemment le rebond de l'investissement auquel on a assisté. Et puis le quatrième élément qui est plus problématique, c'est un niveau de déficit public qui reste quand même très éloigné de l'équilibre et qui, vous le voyez, entre 2019 à structure constante et 2020, est quasiment stabilisé. Et c'est là l'une des premières interrogations du mandat qui s'ouvre, c'est comment finalement l'État parviendra-t-il à redresser la situation des finances publiques. Alors si vous êtes ironique, vous allez dire comment, mais il ne l'a pas déjà fait entre 2014 et 2017. Je vous rappellerai simplement que la baisse de la DGF s'appelait contribution au redressement des finances publiques. Ce n'est pas parce qu'on apporte une contribution que le but est atteint. Et en l'occurrence, très clairement, il ne l'a pas été, puisque, en l'occurrence, vous le voyez, le redressement des finances publiques entre 2014 et 2017 a été une petite réalité, mais pas à la hauteur qu'on aurait souhaité. La question qui se pose et qui sera traitée sans doute dans la loi de programmation des finances publiques qu'on nous annonce pour le printemps, c'est comment la courbe qui est en noir rejoint-elle ou ne rejoint-elle pas, et il y a fort à penser qu'elle décalera en fait vers la droite, le programme de redressement qui est en pointillé rouge foncé et qui avait été annoncé il y a 2 ans. Alors, je vous rappelle pour mémoire que dans ce programme, il y avait un certain nombre d'efforts demandés aux collectivités locales, un pilotage de la dépense de fonctionnement à hauteur au maximum de 1,2% par an pendant 5 ans. Ce pilotage, nous le constatons aujourd'hui très clairement. Il a été une réalité en 2018, il est une réalité en 2019, il sera vraisemblablement une réalité en 2020, l'État anticipant une croissance de 1,2% des dépenses de fonctionnement, ce qui d'ailleurs dégagera un peu de marge pour les 2 années suivantes. L'effort demandé par l'État, porte également sur l'excédent de financement, sur la capacité de financement. C'est là, en revanche, que la plupart des observateurs sont en divergence d'appréciation avec les services de Bercy, puisque nous ne voyons pas comment on pourrait, même en 2020, atteindre les 6 milliards d'euros de capacité de financement qui sont anticipés, et encore moins en 2022, les 13 milliards d'euros correspondant à une capacité de financement de 0,6 points. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que nous sommes dans une situation où les dépenses d'investissement repartent. Elles repartent de façon classique parce que nous sommes en fin de mandat. Et donc ça, vous l'avez tous vécu dans vos territoires et vous continuez à le vivre au cours du premier trimestre, sachant que potentiellement, vous connaîtrez ensuite un ralentissement, un léger ralentissement, vous le voyez, un repli estimé de 1,8% par l'État en 2020. Nous ne sommes à la Banque Postale pas certains que ce repli sera aussi fort. Nous pensons que ça va dépendre beaucoup, notamment de la stabilité des équipes municipales. Et il y a fort à parier que le renouvellement, même s'il y a un renouvellement des hommes, mais le renouvellement des projets sera peut-être moins marqué qu'on a pu le connaître, par exemple, en 2008 ou en 2014. Donc, des dépenses d'investissement qui repartent, mais surtout des dépenses d'investissement qui sont nécessaires, puisque l'état actuel du patrimoine local, il est ce qu'il est chez vous, vous le connaissez mieux que quiconque,
Même si vous entendez en permanence parler de temps en temps sur les journaux nationaux de l'effondrement d'un pont ou de l'effondrement d'un autre pont ou des risques qui portent sur un troisième pont. Il y a 20 ans, c'était les tunnels. Maintenant, ce sont les ponts. Finalement, je ne sais pas ce qui vaut mieux. En tout état de cause, vous avez dans vos collectivités locales un véritable besoin d'entretien du patrimoine public. Ce véritable entretien du patrimoine, nous l'avons évoqué à la Cour des comptes mardi matin. C'était également une des interventions où j'ai pu apporter un peu l'éclairage de la Banque Postale sur les finances locales. Et tout le monde a constaté effectivement que l'un des véritables problèmes du mandat qui s'ouvre, c'est le niveau d'investissement au regard de la réalité de ce qu'est aujourd'hui le patrimoine local. Je vous le rappelle, 1400 milliards d'euros, un niveau d'amortissement théorique qui devrait être supérieur à 40 milliards, alors que nous avons un autofinancement local qui n'atteint pas les 40 milliards. Donc un vrai problème de durée de vie, un vrai problème d'entretien, un vrai problème de renouvellement, qui explique que selon nous, l'année et le mandat 2020-2026 sera un mandat consacré à l'investissement, principalement dans le bloc communal, et notamment parce que la situation financière le permet, situation financière qui, fin 2019, est excellente globalement, ceci étant le fruit, bien évidemment, à la fois d'une croissance modérée mais réelle des recettes de fonctionnement et de tous les efforts de gestion qui ont été développés par le monde local depuis 10 ans, certes aidés en cela par la contrainte de la baisse des dotations, aidés en cela par la contrainte des contrats Cahors, mais surtout qui ont été à l'origine le fruit des efforts individuels et collectifs de chacune des collectivités locales. Je pense que c'était important de le rappeler parce que ça met en fait la perspective de vos prochains élus et donc la perspective de vos prochaines équipes administratives au regard d'un véritable enjeu, comment arriver à développer l'investissement local et donc à emprunter dans la mesure où vous en avez la capacité, tout en participant quand même à l'effort collectif de redressement des comptes publics. Alors dans ce cadre-là, évidemment, la loi de finances, comme toujours, propose plusieurs thèmes. Et donc, j'ai fortement hésité, avant de venir, à me dire, je n'aurai pas le temps de tout faire. Est-ce que je traite les 5 derniers, dans lesquels il y a des choses très intéressantes, comme le report de l'automatisation du FCTVA, ou bien la non-augmentation du FPIC, ou bien est-ce que je traite le premier? Puis je me suis dit que peut-être, finalement, bien que vous en ayez entendu parler depuis longtemps, ça valait le coup d'insister un peu sur la suppression de la taxe d'habitation. Donc c'est ce que je vais faire. Ça va nous prendre un peu de temps. Vous m'interrompez si ça n'est pas clair, parce que je ne vous cache pas que la lecture de l'article 5 nous avait pris déjà pas mal de temps, mais plus on le lit, parfois moins on a l'impression de comprendre. Donc si vous avez du courage, je vous le conseille. Et si vous n'avez pas le courage de le lire, eh bien écoutez, je vais essayer de faire en sorte que les choses s'éclaircissent à vos yeux. 4 parties. Alors la première qui nous concerne tous, y compris moi, c'est-à-dire l'impact sur les contribuables. Je pense que c'est important quand même de se rendre compte, mais ça a été très bien dit en introduction, c'est quand même plus de 20 milliards d'euros qui vont être redistribués, ou près de 20 milliards d'euros, une partie l'était déjà, qui vont être redistribués sous forme de pouvoir d'achat aux contribuables à la taxe d'habitation. Alors je ne vous demande pas ce que vous allez en faire, hein. Une caractéristique d'ailleurs de cette restitution de pouvoir d'achat, c'est qu'elle n'a souvent pas la même utilisation que de l'argent qu'on donne. Souvent, les gens ne considèrent pas l'argent qu'on donne de la même façon que l'argent qu'on ne leur prend pas. L'argent qu'on vous donne, c'est quelque chose qui rentre, et vous en avez la matérialité immédiate. De l'argent qu'on ne vous prend pas, vous ne vous en rendez compte qu'après coup. Et après coup, vous avez peut-être changé d'avis par rapport à son usage. Donc, c'est ce qui explique d'ailleurs les interrogations aujourd'hui, la montée en puissance, vous le savez, des taux d'épargne, en dépit en fait, de rentabilité d'épargne qui est extrêmement faible en général, tout simplement parce que, par exemple, le pouvoir d'achat qui a été rendu à la suite de la crise des Gilets jaunes est plutôt un pouvoir d'achat en moins ponction qu'en attribution. On verra ce qui se passera avec l'ATH. Et puis, 3 autres parties. La règle de lien et le pouvoir de taux, que deviennent-ils? Le transfert aux communes et le fameux COCO qui fait florès désormais depuis plusieurs mois dans la presse générale et spécialisée. Et puis la compensation des pertes pour les EPCI,
principalement les EPCI ce matin en tout cas, avec les interrogations qu'a soulevées Marie-Noëlle et auxquelles on verra comment l'État envisage de répondre. 3 périodes. 2020, fin du processus de la première phase du dégrèvement Macron. Vous me pardonnerez un peu cette simplicité d'expression, mais c'est bien au président de la République qu'on doit le nouveau dégrèvement institué en 2018. Ce qui veut dire que les 80% en moyenne de contribuables les moins favorisés ne paieront plus de TH sur leur résidence principale. La forme que cela prend reste celle d'un dégrèvement, ce qui signifie que vous aurez dans vos états de fiscalité les bases d'imposition correspondantes à la réalité de votre territoire. L'État assurant, pour les 80%, qui dans certaines communes sont 90 et dans d'autres 60, le paiement de l'impôt à leur place. Élément complémentaire, les bases d'imposition sont revalorisées de 0,9% et pas de 1,2%. La raison étant que l'État ne voulait pas les revaloriser du tout, parce que les bases 2020 serviront de référence à partir de 2021 dans la refonte du système fiscal. Et donc ne pas revaloriser les bases, c'était évidemment gagner l'argent de la non-revalorisation, c'est-à-dire environ 180 millions d'euros. Alors, vous savez peut-être, hein, la Commission des finances a convaincu l'État qu'il fallait faire un geste. Le geste n'a aucune espèce de signification rationnelle. Le 0,9 ne correspond qu'à une chose, c'est l'inflation en glissement au mois de septembre. On aurait très bien pu aller jusqu'à 1,2, ça aurait fait un peu d'argent en plus, l'État serait allé les chercher ailleurs, comme il le fait classiquement. Il a lâché 0,9, on peut s'estimer heureux que ce ne soit pas 0. Deuxième élément, beaucoup plus intéressant, à mon avis, c'est le gel du taux. Cela signifie qu'en 2020, les communes et les EPCI ne voteront pas leur taux de TH. Le taux qui sera appliqué, c'est le taux 2019. Ça veut dire que ce taux 2019 s'appliquera, comme il s'est appliqué les années précédentes, aux 20% des contribuables qui ne sont pas dégrevés. En revanche, dans la mesure où les 80% qui sont dégrevés doivent bénéficier d'un dégrèvement intégral de leur impôt pour ne plus rien payer du tout. Et dans la mesure où l'État n'a pas l'intention de supporter l'augmentation des taux à laquelle vous avez pu procéder depuis 2017, augmentation qui a pesé sur ces fameux 80% au cours des 2 dernières années, mais qui ne peut plus peser sur eux puisqu'on veut qu'ils ne payent plus rien, l'État va les reprendre sur vous. Autrement dit, pour faire simple, vous allez voter, ou plutôt vous allez obtenir un produit qui résultera de vos bases de l'année dernière revalorisées de 0,9, de la croissance des bases physiques, bien évidemment correspondant aux nouveaux habitants au 1er janvier. Ces bases se verront appliquer le taux de l'année dernière et sur le montant attendu, l'État dégrèvera intégralement les 80%, mais récupérera par le biais d'un ticket modérateur la différence correspondante à la hausse des taux intervenue entre 2017 et 2019 sur l'impôt des 80%. Vous avez compris ? On ne sait pas encore la forme que cela prendra. Il est vraisemblable que ça se traduira, si c'est la même méthode que celle d'il y a 15 ans, avec le plafonnement valeur ajoutée sur la taxe professionnelle, par en fait l'inscription dans votre état de 1259 d'un prélèvement en fait lié à la hausse des taux. Vous aurez donc un produit attendu TH sur lequel vous n'aurez rien à faire, et derrière ce produit attendu TH, si vos taux ont augmenté entre 2017 et 2019, un prélèvement correspondant au calcul du dégrèvement sur les 80% pour la part relative à la hausse des taux. Comment c'est possible ?
Parce que, bien évidemment, au mois de février, l'État connaîtra quels sont les contribuables dégrevés, connaîtra l'évolution des taux entre 2017 et 2019 et sera donc capable de faire le calcul des bases sur lesquelles s'applique ce ticket modérateur. Vous aurez donc forcément, si vous avez augmenté vos taux entre 2017 et 2019, en fait, une baisse de produit net par rapport à 2019, à l'exception, bien évidemment, de la revalorisation forfaitaire et de la croissance physique des bases. Si vous n'avez pas augmenté vos taux, vous n'aurez pas de baisse de votre produit TH, sauf catastrophe du style multiplication des familles nombreuses entre-temps et donc généralisation des abattements pour charges de famille. Voilà le système instauré en 2020. Comme je le dis, c'est la dernière année de la première phase du dégrèvement Macron. En 2021 et 2022, on passe à la deuxième phase du dégrèvement Macron, qui en pratique ne sera plus un dégrèvement, parce que l'impôt va devenir national. Ce qui signifie que, pour des raisons de simplicité, que l'État va reprendre à son compte la taxe d'habitation sur les résidences principales perçue au niveau local. Il va le faire en poursuivant l'exonération des gens qui étaient dégrevés, c'est-à-dire que si entre 2020 et 2021, votre situation de ressources ne change pas et que vous êtes dégrevé intégralement en 2020, vous serez exonéré intégralement en 2021. Si vous faites partie des 20% les moins défavorisés, vous aurez en 2021 une exonération de 30% de votre impôt. Cette exonération passera à 65% en 2022, avant d'être intégrale en 2023. Et vous voyez le coût supplémentaire de la réforme, de l'extension de la réforme à tout le monde, pourrait-on dire, c'est 8 milliards d'euros en fin de course, ce qui est évidemment un supplément de déficit pour l'État, puisque la contrepartie, c'est qu'il n'y a pas d'impôt nouveau. Donc, transformation du dégrèvement en exonération. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que l'État n'a pas besoin de se payer à lui-même l'impôt que les autres ne payent pas. Dans la mesure où il en fait son deuil, vous comprenez qu'il n'a pas besoin d'utiliser un artifice en se prenant dans une poche pour remettre dans l'autre. Donc on exonère, c'est beaucoup plus simple, et du coup on supprime les exonérations qui étaient liées à des revenus faibles, notamment pour les personnes âgées, qui par définition sont concernées par l'exonération générale concernant les 80%. Vous voyez très brièvement sur ces graphiques les 4 années successives, en rose clair ceux que les gens payent et qui diminuent d'année en année, avec en 2021 les 30% d'exonération qui se traduisent par de l'orange foncé, la partie de gauche correspondante aux revenus les plus faibles, les fameux 27 000 € de seuil pour une part, en deçà desquels on sera, à partir de 2020, complètement exonéré. Et en 2022-2023, l'extension du dégrèvement, ou plutôt de l'exonération, aux 20% les plus riches, entre guillemets, pour qu'en 2023, personne ne paye plus de taxe d'habitation sur sa résidence principale. Donc, quel que soit votre niveau de revenu, réjouissez-vous, en 2023, vous aurez des sous en plus. Alors ça, je parle au niveau du contribuable. Évidemment, si je parle au niveau des directeurs généraux de services ou des directeurs des finances, je ne sais pas si la réjouissance est de même nature. Mais quelque part, il faut bien aussi qu'on laisse le bureau à la porte et quand on rentre chez soi. Donc ça fait partie des plaisirs de la vie. Élément complémentaire. Comme c'est l'État qui percevra la taxe d'habitation sur les résidences principales en 2021 et 2022, vous imaginez bien qu'il ne va pas s'amuser à voter des taux. Et de la même façon, comme il est dans une période, dans une logique d'extinction progressive, il n'a pas véritablement besoin d'aller augmenter les bases. Ce qui explique que les bases d'habitation de la TH sont gelées jusqu'en 2023. Les abattements sont gelés au niveau de 2019. Les taux d'imposition restent les mêmes partout au niveau où ils sont en 2019.
Ceci jouant aussi pour la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, qui, elle, reste affectée aux communes et aux EPCI, mais dans des conditions telles que pendant 3 ans, de 2020 à 2022, vous ne voterez pas les taux de TH et vous n'aurez aucune décision à prendre en matière d'abattement ou de quoi que ce soit. Vous me direz sur les résidences secondaires, de toute façon, comme il n'y a pas grand-chose, vous n'avez pas à vous compliquer la vie. Mais par exemple, si vous êtes en zone tendue et que vous aviez l'intention de majorer le taux d'imposition des résidences secondaires, cette possibilité est suspendue jusqu'en 2023. Alors le seul point un peu compliqué, c'est sur les taxes complémentaires, parce que vous savez que les taxes complémentaires, en fait, leurs destinataires, que ce soit des établissements publics fonciers, que ce soit des établissements spécifiques, que ce soit des syndicats, et ça vaut aussi pour la GEMAPI. En fait, on ne vote pas les taux, on vote un produit. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un système de glissement progressif dans lequel, en 2020, la répartition se fera avec le taux fictif, mais qui apparaît sur les feuilles d'impôt en 2019, et que ce taux sera maintenu jusqu'à ce qu'on bascule progressivement au nouveau système, dans lequel la part TH de tous ces impôts, y compris la part TH de la GEMAPI, sera réduite aux bases des résidences secondaires et où le produit manquant sera reporté sur les 3 autres impôts, foncier bâti, foncier non bâti, cotisation foncière des entreprises, un peu comme ça avait été le cas voici 10 ans, quand on avait remplacé la taxe professionnelle par la contribution économique territoriale et que la part de l'économique s'était concentrée en fait sur la CFE. Donc, ça veut dire que, notamment pour les syndicats qui votent un produit sur la GEMAPI, vous allez avoir un basculement progressif de l'impôt vers l'habitant, de l'habitant vers le propriétaire et vers l'entreprise, élément qui est un élément à prendre en considération par rapport aux interrogations qui ont commencé à émerger depuis 2 mois sur le poids des impôts économiques et notamment des impôts économiques locaux. Et donc je vais rassurer tout de suite sur ce plan, mais enfin ce n'est pas un scoop puisque ça a été dit hier, Jacqueline Gouraud a voulu indiquer clairement que pour l'instant on parlait surtout de la C3S, dont tout le monde considère que c'est un impôt absolument imbécile au niveau des entreprises, et qu'au niveau local, en revanche, il n'y avait pour l'instant pas de débat. Bon, on pourra en parler un peu si on a du temps. Ce que je dis, Jacqueline Gouraud est toujours très intéressant. Ceci étant, vous avez peut-être déjà rencontré Jacqueline Gouraud, c'est un ministre que j'estime beaucoup. Je connais depuis plusieurs années, depuis l'année où la FIGES était membre du conseil scientifique d'un truc qui s'appelait l'Observatoire de la décentralisation au Sénat. Mais enfin, Madame Jacqueline Gouraud a aussi l'habitude parfois de parler beaucoup pour qu'à la fin de son propos, on ne retienne pas nécessairement grand-chose, parce que ça fait partie du jeu politique, si vous voulez. Et en l'occurrence, c'est clair que les entreprises ont aujourd'hui fait monter un débat sur le poids de ce qu'elles appellent les impôts de production. C'est donc important de comprendre que ce débat, en fait, il existe bien, et ça amènera d'ailleurs un certain nombre de considérations tout à l'heure sur l'utilisation du foncier bâti. En 2023, le contribuable ne paye plus de TH sur sa résidence principale. Il continue à payer de la TH sur les résidences secondaires. Et les communes, comme les EPCI, reprennent intégralement leur pouvoir de gestion fiscale sur cette partie-là. Ça veut dire d'abord qu'il faut peut-être que vous vous intéressiez à la réalité de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, que nous avons désormais coutume d'intituler la THRS, parce que sinon ça serait la THRS ALMNAHP, ce qui est un petit peu plus long à prononcer et pas très pratique. Vous savez que la THRS n'est pas due simplement par les occupants de résidences secondaires. Elle est due aussi par les occupants de tout local privatif qui n'acquittent pas l'impôt économique, donc vos associations. Ça peut être intéressant d'aller regarder si vos associations utilisent des locaux privatifs et payent ou pas la TH. Nous, je sais que quand la FIGES s'est installée à Saint-Nazaire,
l'administration fiscale, dès l'année suivante, est venue nous taxer sur l'espace qui était occupé par le siège de la Figez. On a essayé d'expliquer que la grande salle qui était en bas, c'était un local qui permettait d'accueillir les visiteurs. Mais enfin, bon, il faut bien dire qu'il n'y avait pas beaucoup de visiteurs qui allaient voir la Figez à Saint-Nazaire, puisque la Figez se déplaçait à l'époque plutôt que d'accueillir. Et donc, on a fini par payer de la TH sur le local, ce qui était tout à fait normal. Intéressez-vous à ça, vous avez peut-être des ressources cachées. Après, vous me direz, oui, mais si les associations viennent nous demander des subventions pour payer l'impôt, est-ce que c'est très rationnel ? Mais est-ce que vous donnez des subventions à toutes vos associations ? C'est ça la question. Il y en a peut-être que... Hein, bon, donc, regardez. Comment faire en sorte de savoir ce que c'est qu'une résidence secondaire ? Eh bien, les propriétaires seront tenus à des obligations déclaratives, dans lesquelles ils indiqueront si leur résidence, si le bien qu'ils possèdent est leur résidence principale, pas de TH, leur résidence secondaire, une TH, ou un bien loué à quelqu'un, auquel cas l'administration fiscale ira recroiser avec les autres fichiers dont elle dispose, les fichiers par exemple des déclarations de revenus fonciers et les fichiers d'impôt sur le revenu pour aller recouper avec les résidences principales des locataires. C'est censé fonctionner. A priori, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, d'autant plus que les obligations déclaratives elles vont arriver un petit peu en même temps que la révision des valeurs locatives. Et donc après, ça permettra de remettre à plat, si vous voulez, la réalité des choses. Alors vous allez voir que ça pose quand même éventuellement quelques petits problèmes. C'est que les résidences secondaires ne sont pas de même nature partout. Vous avez de la résidence secondaire dont les propriétaires changent avec le temps parce qu'elles sont situées, par exemple, sur le littoral ou en montagne. Et que les amateurs de bain de mer ou les amateurs de ski, eh ben, quand ils ne peuvent plus se baigner ou quand ils ne peuvent plus faire de ski, ils vendent. Et puis vous avez des résidences secondaires qui sont de type familial. Par exemple, la résidence qu'on a gardée dans sa commune en attendant de venir s'y installer au moment de la retraite. Dans ces cas-là, il y a éventuellement un risque, c'est que la résidence qui est secondaire aujourd'hui devienne principale demain ou après-demain. Alors, ça explique qu'on a un petit peu de mal à estimer l'évolution des choses dans le temps, parce que c'est très difficile de savoir en fait quel est l'usage en perspective que les propriétaires de résidences secondaires ont envie de faire de cette résidence secondaire. On verra que ça peut être le cas dans le Limousin. Il y a un certain nombre de communes où on a comme ça un pourcentage relativement important de résidences secondaires, mais qui ne sont peut-être effectivement que des résidences secondaires, je dirais, de retraite. Alors vous ajouterez qu'évidemment, comme la retraite, on la prendra de plus en plus tard, ça restera une résidence secondaire assez longtemps, mais ça, ce serait être pessimiste. La taxe sur les locaux vacants est maintenue dans sa substance telle qu'elle est, avec sa double affectation, soit le budget de la commune, soit le budget de l'Association nationale pour l'amélioration de l'habitat. Et puis, comme vous l'avez compris, je l'ai dit déjà en parlant de la GEMAPI, dans les taxes spéciales d'équipement et dans les ressources complémentaires, dans ce qu'on pourrait appeler la fiscalité complémentaire, eh bien, l'ATH sera remplacée par la THRS, mais avec un mode de calcul qui évitera évidemment l'année de la bascule, de faire supporter par la seule THRS le poids entier qui était demandé à l'ATH l'année précédente. Donc on aura bien un redécoupage en fait des 4 parties de chacun de vos impôts complémentaires. Et par exemple pour la GEMAPI, eh bien, la part de l'ATH sera réduite à ce qu'est la présence des résidences secondaires sur votre PCI. D'où l'importance aussi de regarder un peu ce qui va se passer au niveau géographique. Deuxième partie. Le vote, mais peut-être avant d'entamer la deuxième partie, est-il précautionneux de vous demander si vous avez des questions sur la première? Ça paraît clair? Je pense que ça l'est. Le texte, même s'il n'est pas toujours d'une lecture facile, pose quand même très clairement la succession, vous le voyez, des 3 périodes, 2020, 2021-22 et 2023. Une chose qu'il faut rappeler, quand même, c'est que le droit à dégrèvement ou à exonération s'apprécie d'année en année.
puisqu'il dépend de votre niveau de revenu. Ça veut dire que si votre niveau de revenu change, ou si votre composition familiale change, vous pouvez très bien avoir été dégrevé en 2020 et ne plus être exonéré intégralement en 2021, ou à l'inverse, si par exemple un jeune ménage a la chance de voir naître un enfant en 2020, n'était pas dégrevé intégralement en 2020, il peut très bien se voir exonéré partiellement en 2021 si le nombre de parts ayant augmenté, le seuil en deçà duquel on apprécie son revenu de référence a lui-même augmenté. Donc, il faut bien avoir ça en tête, hein. Le droit à dégrèvement et à exonération pour les contribuables s'apprécie d'année en année, jusqu'en 2022 inclus. En 2023, en revanche, il n'y a plus de problème, puisque personne ne paye plus rien. Je ne vois pas de questions, mais je n'ai pas de lunettes, donc je me les suis fait voler, hein, c'est idiot. Enfin, qui est-ce qui a envie de voler des lunettes? La raison, c'est qu'elles étaient dans mon cartable, dans lequel était mon ordinateur personnel. Et ça, c'est beaucoup plus frustrant. Mais je ne vais pas vous raconter ma vie. Hein. Alors, du coup, vous voyez, ça me trouble. Je reviens en arrière. Les taux d'imposition. Je l'ai dit, vous ne votez plus l'ATH pendant 3 ans. Vous votez tout le reste. En 2023, vous revotez un taux de THRS dans les conditions qui seront celles, à l'époque, du lien entre les taux. Que devient la règle de lien? La DGCL avait proposé sa suppression, en considérant que la sagesse fiscale observée dans le bloc communal depuis une dizaine d'années, qui est une réalité, traduisait assez finement aujourd'hui, en fait, l'absence du risque qui existait en 1980, il faut bien le reconnaître, d'une substitution de l'impôt ménage par l'impôt entreprise. Elle n'a pas emporté la victoire dans le débat qu'il a opposé à la DGFiP. Bon, la DGFiP a maintenu un lien entre les taux. On va essayer de voir pourquoi, parce que certaines des inquiétudes de la DGFiP ne sont peut-être pas complètement absurdes. Du coup, jusqu'en 2022, le taux de foncier bâti va devenir la référence pour les autres. Ça signifie qu'en 2020, vous votez votre taux de foncier bâti, et si vous voulez augmenter votre taux de CFE ou votre taux de foncier non bâti, il faut que l'évolution ne soit pas plus lourde que celle du taux de foncier bâti. Si vous êtes en fiscalité additionnelle, en commune, vous avez la règle de lien entre les trois. Si vous êtes en EPCI, vous avez la règle de lien avec le territoire, par référence à l'évolution constatée l'année précédente, et c'est cette évolution constatée l'année précédente, ou éventuellement l'année d'avant, dans certains cas, qui va servir de base de calcul. C'est la même chose en 2021, c'est la même chose en 2022, à ceci près qu'en 2021, bien évidemment, comme ça vous a été annoncé, et vous le savez, le foncier bâti départemental va être reporté sur les communes, le taux de référence communale deviendra la somme des taux communal et départemental de 2020. Le foncier bâti devient donc, de facto, le pivot de toute la stratégie fiscale du bloc communal. Avec une règle classique qui est la règle du plafonnement, 2,5 fois la moyenne, 2,5 fois la moyenne. Une moyenne qui se trouve aujourd'hui à 38%. Ce qui veut dire que le taux plafond, c'est 95%. Vous imaginez ce que ça signifie en termes de réalité des valeurs locatives? Quel propriétaire accepterait qu'on lui pompe 95% de son revenu foncier? Ça veut dire une chose, hein, c'est que le taux n'a rien à voir avec la réalité de la capacité contributive, et c'est ce qui explique qu'il va bien falloir de toute façon réviser les valeurs locatives. Mais ça veut dire, quelque part, qu'effectivement, on garde un taux plafond, mais ce taux plafond intègre, à partir de 2021, ce qu'était le taux moyen départemental, qui était de l'ordre de 17%. Et surtout, dans la mesure
où le foncier bâti devient la clé de toute stratégie fiscale, ça signifie que si vous voulez augmenter les autres, vous devez augmenter le foncier bâti. Si vous avez beaucoup de résidences secondaires et que vous voulez taxer les résidences secondaires, vous devez augmenter le foncier bâti. Si vous voulez augmenter la CFE, parce que vous avez besoin de ressources pour le développement économique de l'EPCI, il doit y avoir une augmentation du foncier bâti. En d'autres termes, le foncier bâti, je le répète, devient la clé de toutes les stratégies fiscales communales et intercommunales. Or, la caractéristique du taux du foncier bâti, c'est qu'électoralement, il n'a pas du tout la même sensibilité que la TH. C'est peut-être vrai encore au niveau des communes rurales, où la majeure partie des habitants sont propriétaires. C'est beaucoup moins vrai en milieu urbain, où l'essentiel des habitants sont locataires. Et ça n'est même pas vrai dans toutes les communes rurales, lorsque vous avez, par exemple, beaucoup de foncier bâti économique. Parce que la réalité des choses, c'est que le propriétaire habitant paye et vote. Mais le propriétaire bailleur paye et ne vote pas. Le propriétaire bailleur social vote encore moins. Et le propriétaire entreprise, n'en parlons pas, tout ce qu'il peut faire, c'est voter par les pieds, le cas échéant, même si les logiques fiscales ne sont pas les premiers éléments qui, comment dirais-je, forment la décision d'implantation ou d'extension d'une entreprise, mais ils votent aussi, vous le savez, par l'intermédiaire de leur réseau. Et c'est là qu'il est intéressant de voir quelques éléments, je le répète, d'inquiétude. Je vous ai donné une bonne nouvelle tout à l'heure, je peux bien vous en donner une mauvaise maintenant. C'est le fait que le foncier bâti depuis 30 ans, c'est issu d'un petit document dont nous sommes assez fiers, à la direction des études, qui s'appelle « Regard sur la fiscalité locale ». Vous pouvez télécharger, bien évidemment, tout est parfaitement gratuit dans les publications que nous faisons, et qui porte en fait sur 30 ans de fiscalité locale. Et ce que vous voyez, c'est l'évolution du taux de foncier bâti sur les 32 dernières années, 2 fois plus vite. Alors 2 fois plus vite, certes, vous avez la suppression de la TH régionale qui joue un petit rôle, mais même en tenant compte de cet élément, le foncier bâti a augmenté beaucoup plus rapidement que la TH. Et notamment sur la dernière période, parce que c'était le seul levier des départements. Mais si je vous dis que le fait d'être le seul levier provoque l'accélération, vous comprenez évidemment que si on applique la même logique, être le seul levier pour le bloc communal est un risque d'accélération. Alors c'est un risque d'accélération qui est d'autant plus fort, je le répète, que si au niveau rural, on peut estimer qu'il est contrôlé par l'électeur, au niveau urbain, il l'est beaucoup moins. Et quand l'électeur n'a pas son mot à dire sur les politiques de taux, eh bien, je l'ai indiqué, ce sont les grands réseaux qui prennent le relais, c'est-à-dire que le risque, si cette courbe se reproduisait dans l'avenir, ce serait que l'Union nationale des propriétaires immobiliers, l'Union sociale de l'habitat, le mouvement des entreprises de France, la Confédération des petites et moyennes entreprises relaient les remarques de leurs adhérents et obtiennent évidemment du législateur une modification, disons-le, du pouvoir de taux. Donc, le pouvoir de taux, comme tout explosif, est à manier avec précaution. On n'y a peut-être pas fait attention parce qu'au niveau local, dans la mesure où il était réparti, finalement, chaque décision était souvent déconnectée de celle des autres, et donc la progression ne se ressentait pas. Mais à partir du moment où demain, ça devient l'élément levier, c'est quelque chose qui est beaucoup plus fragile, à mon avis. Et donc, je ne peux qu'insister sur ce point. Il ne m'appartient évidemment pas de donner des conseils, ni de décider des stratégies fiscales à la place des uns et des autres, mais simplement d'alerter sur une réalité que nous avons déjà connue. Je l'avais d'ailleurs un petit peu dit dans une interview à acteurs publics, sous une forme un peu simplifiée. Je leur avais dit, à force, finalement, qu'on tire dessus, la taxe professionnelle a fini par craquer. À force qu'on tire dessus, la TH a fini par craquer. Et j'avais ajouté, si on tire trop sur le foncier bâti, il finira par craquer aussi. Alors on peut estimer que l'avenir n'est plus à la fiscalité localisée. On peut se poser toutes les questions qu'on veut en termes de philosophie fiscale, mais il ne faudrait pas, si vous voulez, qu'un
troisième craquage arrive par le fait d'un usage non pas immodéré, ça n'est pas du tout ce que je dis, mais non inscrit dans une vision globale des choses du pouvoir de taux sur le foncier bâti. C'est ce qui explique, à mon avis, je ne sais pas si vous voudrez réagir dessus, mais je pense que le colloque de la fin du mois de janvier sera peut-être un élément de partage sur ce point, que le mandat 2020-2026 va être un mandat d'une nouvelle forme en termes de stratégie partagée sur le plan fiscal et financier au sein des EPCI, qu'il faut que les communes, du coup, s'emparent peut-être plus de la logique intercommunale qu'elles ne l'ont fait, ce qui est un peu paradoxal avec ce que tu disais tout à l'heure, mais en même temps, il faut effectivement qu'elles acceptent d'intégrer la nécessité d'une vision territoriale dans leur propre politique communale, que ce soit en matière fiscale, que ce soit en matière d'investissement, que ce soit en matière, d'une façon générale, de partage du service public. Dernier élément concernant la valeur et notamment le rôle sur la question des abattements, c'est le fait, je vais être très bref là-dessus, que les constructions neuves, peut-être le savez-vous, sont exonérées pendant 2 ans au niveau départemental, mais ne le sont plus nécessairement au niveau communal, dans la mesure où vous avez eu la possibilité de revenir, voici une vingtaine d'années, sur cette exonération de plein droit. Pour éviter aux constructions neuves, ou plutôt aux propriétaires de constructions neuves, de supporter d'un seul coup les effets communaux d'une suppression d'exonération, la loi de finances prévoit un dispositif bancal dans lequel on rétablit l'exonération de plein droit sur les constructions neuves, mais en donnant aux conseils municipaux la possibilité de moduler l'exonération pour qu'elle porte en fait sur la part d'impôt correspondante à ce qui existait avant le transfert du foncier bâti départemental. Donc, en gros, on peut dire que si le foncier bâti du département représente le même volume que le foncier bâti communal, chez vous, si le département, il ne le peut pas, n'a pas exonéré, a maintenu l'exonération, il ne peut pas faire autrement, mais que vous avez supprimé l'exonération, ben ça veut dire que pour le nouveau constructeur, l'exonération porte sur la moitié de son impôt. Donc ce que vous ferez à ce moment-là, c'est que vous déciderez de limiter l'exonération à 50%. Il vous appartiendra donc en 2020 de regarder un petit peu ce qu'est la réalité des choses pour anticiper sur 2021 le niveau d'exonération que vous jugez pertinent. Je passe sur les détails. Comme je vous l'ai dit, la demi-journée est chargée et par voie de conséquence, je pense qu'il vaut mieux qu'on entame, même si on va devoir s'interrompre, je le répète, en cours de route, la fameuse question de la compensation. Alors, en gros, on enlève 21 milliards au bloc communal, un peu plus de, pas tout à fait 15 aux communes et environ 7 aux EPCI. Je répète, avec à l'intérieur de l'argent qui a déjà été intégré dans le déficit de l'État. Et puis, miracle, le niveau de du foncier bâti départemental, ben c'est à peu près le montant de l'ATH communal. Mais miracle. Et c'est un miracle horrible, parce que très honnêtement, dès janvier 2018, dans les premiers travaux de la commission Richard-Bur, on voyait bien que l'identité des montants jouait un rôle fascinant pour les membres de la commission. On vous supprime un truc et vous avez le même montant à côté. Il n'y a rien de plus tentant que de jouer les vases communicants. Et c'est exactement ce qui s'est passé. L'idée du transfert du foncier bâti départemental, elle est dans les têtes des gens de la commission Richard-Bur avant Noël 2017. Et ils n'en ont pas changé depuis, quoi qu'on ait pu évoquer comme argument contradictoire, etc., etc. Donc ce n'est pas une logique de philosophie fiscale, hein. C'est très clairement une logique purement numérique. On aurait été beaucoup plus heureux si le foncier bâti départemental n'avait pas eu ce volume-là, ou s'il avait été 2 fois plus élevé. À la limite, on pourrait presque regretter que les droits de mutation aient augmenté aussi vite, parce que sinon, les taux départementaux auraient augmenté davantage, et la bascule ne se serait pas faite aussi simplement.
C'est ça, c'est comme ça, on n'y peut rien. Et ça marche très bien, en masse, à 400 millions près. 500 millions, l'État s'est engagé à les mettre, on verra s'il tiendra sa parole. En principe, il le fera. À l'exception de la ville de Paris. Pourquoi? Parce que la ville de Paris n'est plus une ville, puisqu'elle a fusionné avec son département, et donc que de toute façon, on pouvait les traiter à part. Pour les EPCI, et pour la métropole de Lyon, comme pour la ville de Paris et les départements, on transfère de la TVA nationale. Et puis pour les régions et les établissements publics fonciers, l'État donne des sous forme d'une dotation, mais les montants sont tellement minimums que ça ne vaut pas le coup d'en parler. Donc voilà le principe. Alors c'est un principe très simple. Non, ce n'est pas ça que je dois faire. C'est un principe très simple qui a quand même des effets individuels assez amusants, hein, parce que la simplicité, c'est quoi? C'est en 2020, vous votez votre taux de foncier bâti et le département vote le sien. En 2021, on vous dit, votre taux de foncier bâti, désormais, c'est le vôtre d'avant et celui du département d'avant. Donc, à Limoges, l'année prochaine, Laurent présentera, dans l'état 1259, un taux de foncier bâti qui sera la somme du taux communal de Limoges 2020 et la somme du taux départemental de la Haute-Vienne 2020. Puis là-dessus, la ville construira sa stratégie fiscale du mandat ou de la première année. Sauf que pour les contribuables, ce n'est pas la même chose, puisque l'assiette du département, ce n'est pas nécessairement la même que l'assiette de la commune. La valeur locative, c'est la même, mais les exonérations sont différentes, les abattements sont différents, et donc si vous faites passer sur l'impôt communal la totalité de l'impôt, alors que la commune, par exemple, n'a pas institué la même exonération que le département, le contribuable qui bénéficiait de l'exonération départementale, il va dire, moi, mais attendez, je ne vous ai rien fait, pourquoi vous arrêtez de m'exonérer? Et à l'inverse, le contribuable qui n'avait pas l'exonération du département, mais qui se retrouve avec un impôt communal, évidemment, il serait tout content. Sauf que du coup, la commune perd, puisqu'on va lui calculer la logique de l'équilibre, non pas sur sa politique d'avant, mais sur ce que le département lui apporte. Donc il faut recalculer tous les abattements, toutes les exonérations, pour qu'elles soient neutres pour chacun des contribuables. Ça veut dire qu'en 2020, l'administration fiscale va s'amuser à se dire, sur la base des taux 2020 et sur la base donc de ce qui aura été voté au 30 avril, je refais commune par commune le calcul de chacune des montants d'exonération, des effets d'exonération, et le calcul de chacun des abattements pour que chacun des contribuables ne perde pas au transfert de l'impôt. Vous avez un petit calcul, hein, je ne vais pas y insister, vous pourrez le relire à tête reposée, il est très simple. En fait, le but, c'est que pour chacun des contribuables, l'effet du transfert du département vers la commune soit neutre. Ce qui ne vous enlève en rien le pouvoir du taux 2021. Donc vous avez toujours la possibilité de les augmenter ou de les baisser. En revanche, vous ne toucherez pas à vos exonérations et à vos abattements parce que c'est l'année où on veut montrer que c'est neutre. Puis après, vous récupérez vos pouvoirs, c'est normal, puisque ce sont ceux des communes. Donc ça, c'est une première sécurité. Si vous avez des jeunes entreprises innovantes, si vous avez des médecins, si vous avez des libraires auxquels l'exonération ou un abattement a été accordé de l'un mais pas de l'autre, vous pouvez le rassurer dès à présent, son impôt, à la revalorisation forfaitaire près, il restera le même si les taux ne bougent pas. Ça, c'est bien. Et vous voyez que ça marche parce que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y a quand même des écarts. Alors vous allez me dire, sur les communes de l'ancienne région du Limousin, on en a quasiment 80% où les assiettes sont très très semblables. Mais vous avez quand même quelques communes où les bases nettes départementales sont inférieures de 20%, 30%, voire 50% aux bases communales. Donc vous voyez l'effet pour le contribuable si on ne neutralisait pas. Et puis vous avez même des cas où les bases nettes communales sont beaucoup plus faibles que les bases départementales. C'est tous les gens qui sont sur la droite, là. Et donc vous voyez aussi l'effet de perte pour la commune si on ne rectifiait pas le tir. Après, je le répète, chacun fait ce qu'il veut.
Donc notamment la commune qui est la plus à droite et dont je n'ai pas le nom, en 2023, elle fera ce qu'elle foutra, et si elle trouve qu'elle a trop de sous, elle pourra toujours revenir à son dispositif d'exonération antérieure. Mais vous voyez, c'est la réalité des choses. Sur les 35 000 communes françaises, en fait, on a très peu de communes où les dispositifs ou les bases communales soient rigoureusement identiques aux bases départementales. Pour l'anecdote, le plus amusant, c'est que la ville de Paris n'avait même pas les mêmes bases que le département de Paris. Mais on peut se demander pourquoi. Parfois, on peut faire simple quand on peut faire compliqué. Vous connaissez, comme moi, la formule. Ensuite, puisqu'on transfère un taux de foncier bâti, ça veut dire qu'on vous transfère un produit. Mais ce produit qui correspond au produit 2020 perçu par le département sur le territoire de chaque commune, compensation d'exo comprise et rôle supplémentaire ajouté sur les 3 dernières années. Ce produit qu'on vous transfère, pourquoi serait-il identique au produit que vous allez perdre? Le produit que vous allez perdre étant vos bases 2020 multipliées par le taux 2017. Rappelez-vous, l'État avait dit dès le départ qu'il n'assurerait pas la couverture de la hausse des taux. Et donc vous comprenez ce que ça veut dire? L'augmentation des taux, vous la perdez en 2020 sur les 80%, et vous la perdez en plus en 2021 sur les 20% restants. Et à ce produit donc de TH rectifié en quelque sorte, on ajoute les compensations d'exo et on ajoute les rôles supplémentaires moyennés sur 3 ans. Mais comme je le répète, il n'y a aucune raison pour que spontanément le montant qu'on vous donne soit identique au montant que vous perdez. On va donc avoir 35 000 calculs dans lesquels on va avoir un écart de compensation qui sera égal au produit perdu moins le produit gagné. Et si le produit perdu est inférieur au produit gagné, vous avez donc un écart négatif et vous êtes surcompensé. Si, en revanche, vous perdez plus de TH qu'on ne vous donne de foncier bâti, l'écart est positif et vous êtes sous-compensé. Jusque-là, ça va. Alors un petit graphique pour illustrer, c'est exactement ce que je viens de dire. Vous avez 2 communes identiques qui perdent le même produit bleu. La commune A se voit donner plus, elle est surcompensée. On va s'arranger pour prendre ce qui dépasse. Et la commune B se voit attribuer moins, elle est sous-compensée. On va s'arranger pour lui rendre ce qui manque. FNJ, ça vous dit quelque chose? Sauf que comme personne ne voulait du FNJ, on a inventé le coco. C'est plus marrant à prononcer, honnêtement. Vous allez me dire, vous allez avoir vos nouveaux élus, vous allez vous amuser. Moi, j'adore la formation des élus pour ça. Surtout quand elle est faite par leur cadre. Je le mets. D'ailleurs, c'est quoi votre truc là? Ça, c'est le coefficient correcteur. Ah oui, c'est pas mal. Mais alors le FNGIR, c'est quoi? Ah, le FNGIR, c'est différent, monsieur le maire, ça remonte à 10 ans. Ça remonte à 10 ans, et pourquoi on a gardé ce truc? Et là, la dotation de compensation, c'est encore différent, ça remonte à 18 ans. C'est intéressant. Heureusement, ça ne va pas plus loin. Et puis après, quand il vous demandera pourquoi vous touchez 2 fois moins de DGF que son voisin, alors là aussi, vous allez vous amuser. Mais bon. Enfin, vous savez ce que c'est, puisque vous préparez notamment les missions des directeurs généraux. Alors, vous avez la carte. La carte de France, c'est très simple. Vous avez 24 000 communes qui sont en situation de surcompensation et 10 000 qui sont en situation de sous-compensation. En gros, les communes surcompensées, c'est les verts, c'est le rural. Les rouges, c'est des sous-compensés, c'est l'urbain. Et c'est vraiment en gros, parce que ce n'est pas complètement vrai. Ce n'est pas complètement vrai parce que quand on regarde les causes, c'est un peu vrai quand même, parce que si vous regardez la population, plus la population est faible, plus l'écart de compensation est important. Donc oui, il y a une tendance, les plus peuplés sont moins compensés que les peu peuplés. Mais c'est quand même très... bon. Alors il y a une deuxième
peut-être tentative, c'est en euros par habitant. Alors là, c'est plus du tout clair. On ne sait pas ce qui se passe. Mais si on regarde un troisième truc, qui est l'écart de taux entre le taux de TH 2017 et le taux départemental, alors là, tout devient clair. Plus l'écart de taux est important, plus on est surcompensé. Et c'est ce qui explique en partie la carte. Où est-ce que les taux de TH sont faibles? Dans les petites communes où le service public est rendu moins fortement parce qu'il est souvent rendu dans un bourg-centre à proximité, dans la grande ville dont on est la périphérie. Ou bien dans certaines communes de petite taille, mais qui ont beaucoup de foncier bâti économique, et où, par conséquent, on a moins de taxes d'habitation. Donc ça, c'est l'explication du taux de TH. Et où est-ce que le taux de foncier bâti est élevé? Dans les départements où il y a beaucoup de besoins, dépenses sociales, et moins de droits de mutation qu'ailleurs. Puisque la recette des droits de mutation, vous le savez, c'est une composante clé des ressources départementales. C'est ce qui explique, par exemple, l'aspect très curieux que prend la carte quand on la regarde sur l'ouest. Le rouge ici, sur le Morbihan ou la Vendée, ce n'est pas de l'urbain, à part Nantes ou Saint-Nazaire. C'est le taux du foncier bâti départemental qui est tiré à la baisse par l'importance des droits de mutation dans des territoires littoraux où les résidences secondaires se vendent de façon régulière. Et c'est quelque chose qui est tout à fait extraordinaire, parce que ça veut dire qu'en fait, ce qu'on va regarder, c'est votre situation 2020 par rapport à des éléments qui, entre eux, n'ont rien à voir. On va figer des situations sur une photographie dont les pixels, dont les couleurs, en fait, résultent comme si elle avait été prise par deux photographes différents. Alors moi, je veux bien qu'on prenne une photographie à deux, mais en général, ça ne donne pas des résultats extraordinaires, ou alors ça donne de l'art contemporain. Et l'art contemporain, c'est un peu ce qu'on va avoir dans la suite. Alors ça, c'est chez vous. La réalité, c'est, vous le voyez, l'essentiel des communes des 3 départements de l'ancien Limousin sont surcompensées. À l'exception, dans la Haute-Vienne notamment, effectivement, du pôle urbain, de Limoges, pas de miracle. Mais pour l'essentiel, vous voyez la Corrèze, vous voyez la Creuse, la quasi-totalité des communes sont en situation de surcompensation. Si on regarde un deuxième élément, le poids des bases de TH résiduelles, c'est-à-dire ce qui va rester après sur les résidences secondaires, vous avez le négatif de la photo précédente. C'est-à-dire qu'en fait, plus les communes sont petites, plus le poids relatif des bases de TH est important. Alors, ce sont des simulations, donc il ne faut pas les prendre pour argent comptant. C'est très difficile de travailler sur des états fiscaux qui sont incomplets, donc on a la méthodologie de reconstitution. Mais globalement, c'est ça que ça veut dire. Vous avez des communes de 50 habitants dans lesquelles vous avez quelques résidences secondaires, oui. Eh bien, dans ces cas-là, vous avez un poids résiduel des bases de TH qui n'est pas négligeable. Et il faut en tenir compte parce que c'est pour les communes en question à la fois un risque, je vous l'ai dit, le jour où la TH, la résidence secondaire se transforme, elle devient résidence principale et on ne paye plus, mais c'est en même temps une chance parce que c'est une assiette fiscale sur laquelle on peut effectivement travailler. Et si vous le regardez au niveau des EPCI, vous avez exactement le même phénomène et il est encore plus marqué. Sur la métropole de Limoges, le poids des bases résiduelles, d'après nos estimations, il est très faible. Dans la quasi-totalité des EPCI de la Creuse, sauf Guéret, il est beaucoup plus important. Et on peut dire la même chose sur la Corrèze. Donc, vous voyez, une photographie qui est extrêmement claire, mais qui correspond non pas du tout à l'anticipation de ce qu'on voudrait imaginer pour demain, mais à la photographie de situations communales et départementales comparées qui n'ont rien à voir entre elles. Ce qui est évidemment un inconvénient auquel je vais vous laisser réfléchir puisqu'il est 10h30 et qu'il faut peut-être qu'on s'arrête pour quelques instants, ce qui va vous permettre de faire une pause et de reprendre un café s'il y a du café. Je fais pas mal l'accroche. Voilà, donc on reprend dans 20 minutes. 20 minutes.